Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, nous allons visiter un laboratoire photo argentique professionnel. Je parle bien sûr de Labomil qui se situe à Besançon. Com a eu la gentillesse de m'accueillir dans son laboratoire. Du coup voilà, vous allez découvrir un petit peu ce lieu, vous allez voir, c'est très très beau, on a appris beaucoup de choses, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi en tout cas personnellement, j'ai beau avoir 15 années d'expérience en photographie, j'ai appris énormément de choses durant cette journée. J'espère que vous allez passer un bon moment, je vous retrouve à la fin de la vidéo où il y aura une surprise pour vous. Je t'ai accueilli trop tôt. C'est bon, c'est bon. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue chez Labomil, dans le deuxième Labomil du nom. Voilà. C'est plus petit qu'avant et c'est très chargé et il y a encore beaucoup de bordel. Ok, et ben on est parti, on va faire un petit tour. Allons-y, c'est parti. Attends, juste avant. Qu'est-ce qu'on voit? Petite pub pour le copain Nicolas Petit, c'est lui qui a fait la toute première vidéo. Tu veux rigoler? Et regarde! Il a pas récupéré ses tirages. Il a pris des tirages sur le kiss-kiss et je lui ai envoyé, il les a pas récupérés. C'est pas bien ça! Faut récupérer ces tirages. Je l'ai reçu là, il y a 3 jours, j'ai le facteur qui m'a ramené ça. Mais tu sais, ça a mis 3-4 mois pour revenir parce que ça a été envoyé il y a 4 mois. Il a pas déménagé? Bon bref. Nico, il va falloir récupérer de ses tirages. Bon, on est parti, on va faire un petit tour du labo. Il va nous présenter, nous raconter des histoires. Et moi, je filme. C'est une interview un peu différente de d'habitude. Voilà. Alors, on a dans l'entrée, qu'est-ce qu'on voit? On a nos 2 sécheuses de machines de transfert qui sont en fait de l'autre côté du mur. La partie de développement chimique est de l'autre côté du mur, on ira voir ça tout à l'heure. On a là la grosse machine de développement RA4, c'est-à-dire la développeuse papier couleur, qui donne elle aussi de l'autre côté, du côté de la salle de tirage. Elle est démontée parce qu'elle est en maintenance. Depuis le déménagement, elle n'a pas été remise en route parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est super de déménager, faites-le. Déménager des machines qui ont plus de 30 piges et puis qui n'ont jamais bougé, c'est génial. Et là, on a la tireuse numérique qui permet donc de faire du tirage numérique sur du papier RA4. Donc c'est le même papier que sous l'agrandisseur couleur, mais on insole avec des lasers, donc depuis un fichier numérique et ça passe. Il y a une partie papier, une partie insoleuse, agrandisseur numérique et une partie développeuse. En fait, la partie à partir d'ici, c'est la même chose que la grosse machine. D'accord. Mais ça prend du papier plus petit. Ok. Voilà. En gros. Et c'est aussi cette machine qui, de l'autre côté, a la table de scan et de contrôle qui me permet de faire tous les scans de lecture pour les gens, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes de numérisation. Ok. Puis tu as le musée qui est aussi un vestige de l'ancien local. Ah. Parce qu'on avait beaucoup de déco, notamment Jean-Jacques avait accumulé toutes sortes de choses, histoire. Et le but c'est de montrer, tu vois, si tu te rapproches un peu, que tu regardes ça, j'ai essayé moi de choisir, il n'y en a pas une pareille. De façon à montrer ce qu'il y a. Alors j'essaie de les classer par couleur et tout pour que ce soit joli. Mais tu vois, tu as un vestige de ce qui a existé. Ouais. Et là, j'ai des films neufs. Hein, je veux dire, la plupart, c'est des films qui n'ont jamais été utilisés. Le plus vieux que j'ai, il périmait en octobre 45. Waouh! Tu te rends compte, ça veut dire qu'il était fabriqué pendant la guerre. Et là, tu te dis, putain, là, tu remontes en... Ouais.
Donc voilà, il y a des trucs, alors ça n'a jamais été utilisé par le labo, c'était des trucs de Ciba amateurs, mais c'est pour montrer que ça existait. Parce que beaucoup de gens n'imaginent pas en fait l'histoire de la photo, je veux dire les 200 ans de photographie qu'on a derrière nous, c'est quand même très très chargé. Et tu vois là on a pareil, toujours dans l'idée du musée, des appareils, le côté Fuji, le côté Kodak, avec des trucs immaculés, même un peu de Kodachrome, des machins. Voilà. Et tu veux voir un scoponnet? Attends. Ah oui, vas-y, montre. Alors ceci est un scoponnet. J'en ai un aussi. Ceci est un scoponnet qui a vécu un incendie. Parce qu'en fait en 96, la Bomil ça a brûlé. Ok. Ça a brûlé et on a retrouvé les photos d'ailleurs, si tu veux je te montrerai tout à l'heure. Et je me suis dit que mettre les quelques trucs, parce qu'il y a très peu de choses qui ont survécu à l'incendie, dont un scoponnet. Il y a un Nikon FE mais qui du coup fonctionne plus. Oh, et il y a 2-3... Donc si tu as envie de réparer des optiques... Bah écoute, ça se tente. Hein. non, ça se tente pas. Et ça, c'est les seules choses qui ont été sorties de l'incendie. D'accord. Avec le 20-25, qui en fait était dans une salle, c'est la seule salle qui n'a pas brûlé. Ok. Donc le 20-25 est sorti de l'incendie. Voilà, c'était juste... moi, je l'ai mis là pour montrer aux gens que... Bah la petite nostalgie, quoi. Puis, je trouve qu'à côté de ça, c'est drôle. Oui, on est une paire de nostalgiques avec Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques, le fondateur de la Bomil, à la suite de qui j'ai repris, on est un peu une paire de nostalgiques. Lui, d'une époque qu'il a connue, moi plutôt d'une époque, forcément dans les années quand il a ouvert en 85, j'étais pas là. Et puis voilà, c'est des choses qui ont existé, il faut montrer aux gens que ça existait. Alors, on continue. Tu veux voir du Cibachrome? Regarde comme c'est beau le Ciba. Alors la plupart des tirages couleurs au mur, là c'est du Ciba. Et ça, c'est du Ciba. Wow. La bande test, t'as vu comme ça claque? C'est impressionnant. Puis ce côté métallisé et là, surtout là, je vais te faire écouter. Il y avait l'Inex. Tu vois? C'est toujours plat et tout, et ça a quand même une gueule particulière. Voilà. Ok. Et donc les autres sont au mur. Les autres sont au mur, mais du coup, le Ciba n'existe plus. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire. Non. Mais le Cibachrome, c'était un papier positif qui permettait de tirer de la diapo. Ah, d'accord. Donc c'est un papier qui est quand même très exigeant. Mais ça rend vraiment les couleurs spécifiques de la diapo, tu sais, cette espèce... Quand tu regardes à la lumière de Cibachrome, tu as vraiment l'impression que la lumière vient de l'intérieur. Oui. Contrairement au RA4 qui est un peu plus terne, tu vois, ça rendra jamais pareil. Alors vous voyez pas bien en vidéo, mais c'est assez impressionnant dans la vraie vie. Ah, si tu arrives à voir la... Attends, je vais t'allumer, peut-être que tu verras... Non. Non, c'est pire. C'est pire. Mais tu vois, si tu regardes la Gold là, ou ça, ça a quand même... t'as un piqué, un détail, un truc... Voilà, et donc la Bomil était spécialisée dans le développement Ciba. Okay. En plus du développement E6 avec historiquement le QLab, qui était un label de développement de qualité de chez Kodak. Donc la Bomil développait de l'E6 et tirait l'E6, tirait la diapo. Et Jean-Jacques a vraiment fondé sa réputation sur sa qualité de tireur Cibachrome. Ok. Voilà. Alors continuons, on éteint ça parce qu'on n'y est pas encore. Hop, et on va par là. On rentre dans le SAS. Le SAS. Le SAS avec l'inline de régénération de l'E6, mais surtout qui nous permet d'accéder aux machines de transfert. Impressionnant, je n'ai jamais visité de laboratoire argentique, alors que ça fait 15 ans que j'en fais. Et laboratoire argentique professionnel. Il faut quand même. Voilà, il faut quand même le dire. C'est-à-dire professionnel, c'est-à-dire que c'est en bordel. Voilà. C'est normal. C'est génial. C'est que ça bosse. Donc là, on est dans une salle au noir complet. Ok. D'où les murs noirs. D'où les murs noirs, d'où le fait que la fenêtre est obturée, d'où le fait qu'on passe par un sas, parce qu'il faut pouvoir sortir du noir en allant au jour sans faire rentrer la lumière. Oui, tu fais bien de le préciser, effectivement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, attendez, petit aparté les enfants, c'est pour ceci que les lumières, vous voyez, les interrupteurs des lumières, ils sont en l'air.
Ah, tu as Voilà. marqué ça. Ils sont pas en bas. Bah, j'ai quand même été dans une chambre noire, donc bon. Oui, non, mais c'est vrai, c'est pour. Bonjour les stagiaires. C'est vrai, c'est pour. Parce que ça, on a tendance, on sort, hop, on appuie dessus, Bah en oui, fait, on allume, réflexe. alors que là, on est obligé bah là, tu peux de pas. faire l'effort d'y aller. oui. Quoi. Et du coup, quand tu as des stagiaires tout petits, ils atteignent pas, et du coup. Bon, bref, on revient à nos machines de transfert. Oui. J'ai donc 2 machines de transfert qui me permettent de développer la couleur. Ok. Puisque le noir et blanc, je le fais à la main parce que c'est suffisamment souple. La couleur elle demande tellement de précision dans le développement qu'il vaut mieux le faire par une machine, en fait, qui par défaut va être d'une régularité et d'une stabilité bien plus grande que l'humain, qui va avoir tendance... voilà. Puis-je te poser une question? Oui. Cette machine a l'air fort ancienne. Oui. Est-ce que, du coup, c'est ce qui assure la qualité professionnelle, dans le sens où, moi, je pense, ancien, tu sais, aux machines... Non, mais je pense aux machines qui ressemblent un peu à celle de l'entrée, tu sais, qui fait le numérique, Ouais. où justement, ça développait du papier photo en 15... En 13, 15, ouais. Est-ce que c'est la même chose ou rien à voir? Alors, non. Par contre, celle que tu as vue là-bas permet de faire le 10-15. D'accord. C'est ok. effectivement celle-là, elle me permet juste de développer le film uniquement. Ok. Mais c'est des machines de transfert, c'est en opposition au Minilab qui ressemble plutôt à la machine de C'est de là-bas. ça dont je parlais. Voilà. Ok, Voilà, et le d'accord. Minilab qui sont des machines D'accord. beaucoup plus petites, qui sont des machines beaucoup plus rapides puisque en gros c'est 15 minutes sec à sec. Tu rentres sec au jour d'un côté, ça ressort sec développé bien au sûr. jour de l'autre côté. Bien sûr. Minilab qui passait sur du photo 1 heure. Enfin, je veux dire, tous les anciens photo 1 heure et tout, c'est des développements Minilab. Et en fait, on différencie le labo professionnel, voilà, c'est-à-dire qui s'adressait aux professionnels, du Minilab qui, lui, s'adressait historiquement aux amateurs. D'accord. Parce que l'amateur n'a pas besoin d'une régularité spécifique, puisque va faire un film, tu sais, t'as Noël, t'as Pâques, ensuite t'as l'été, puis t'as de nouveau Noël sur le film. Alors que le pro a besoin d'une stabilité dans le sens où si tu fais un shoot en studio pour une montre, 6 mois plus tard, le mec il revient en disant je veux la même image, le pro il va remettre son éclairage, il va reprendre exactement la même image et il veut que le développement soit exactement le même. Eh oui. Donc l'intérêt du Labo Pro c'est de dire que le développement est stable, quel que soit le moment de l'année. Et qu'est-ce que je disais? On parlait du développement pro, qui soit stable, la stabilité, c'est ça. Alors en fait je vais essayer de présenter la machine de transfert en opposition au Minilab. Ok. La première grosse différence est que je décapsule le film. Je repasse pas par les feutrines. Tu pourras pas m'être utile. Je peux pas t'être utile, je pourrais pas te donner des petites. Mais pourquoi je décapsule le film, c'est que ça évite de repasser par cette partie-là. Et de rayer éventuellement. Et d'éventuellement rayer. Ça forcément, s'il y a un petit... Ah ouais, tu fais que ça, toi? Non, c'est pas ça. C'est que à chaque fois que je suis passée, je vais te le dire sincèrement, à chaque fois que je suis passée dans un labo pour développer une pellicule en couleur, je suis rayé. toujours rayée. Ah ouais. Toujours. Je n'ai jamais eu un seul film qui n'ait pas été rayé. T'as peut-être pas eu de bol aussi, faut oui, quand même le dire. Après, je suis allée et puis toujours c'est à pas peu près que au même ça, endroit. mais donc. ça, il est vrai. À part chez l'homographie, on a l'impression qu'il rajoute des grains de sable. Ouais. Généralement, tu peux repasser par les feutrines sans avoir de problème. Oui. Mais il suffit qu'il y ait un pauvre grain et qu'il se soit à tout hasard. Le négatif dont tu as besoin. Voilà. À tout hasard, je sais pas, tu es parti en Mongolie faire un reportage. Génial, tu vois. T'es dans le désert de Gobi au milieu et puis en fait t'es une rayure en travers. Clac. Mais bien sûr. C'est quand même un peu embêtant. Donc première différence, moi je décapsule et je ne récupère. Enfin, donc on peut pas récupérer la cartouche. Mais je décapsule, je tends sur une tringle. Alors tringles qui sont derrière toi. Je vais en prendre une. On va faire semblant. Attention. Prenons ceci. On se croirait dans les vestiaires de la piscine. Vous avez les vestiaires de la piscine? Tu te souviens ou pas? C'était les trucs un peu comme ça. Bah moi, les vestiaires de la piscine. Écoute, moi je me changeais pas là-dedans. Non mais c'était comme ça. Et en bas là, tu pouvais mettre les baskets. Ah ouais. Tu vois, et t'accrochais ton sac et tes fringues et t'as tout. ton truc, okay. Enfin bref, pardon. Donc on utilise les vestiaires de la piscine qui s'appelle une tringle. Oui. Sur laquelle, alors ça c'est une tringle pour le 135 puisqu'on a un diabolo. Oui. Tu accroches un morceau, émulsion vers l'extérieur, tu passes dans le diabolo et tu redescends. Donc dans le noir complet, forcément. Et une fois que ton film est tendu, c'est la seule chose que le film va toucher
pendant son développement. C'est le diabolo et les deux pinces. Et c'est là où on arrive au grand intérêt de la machine de transfert, enfin au deuxième point, c'est qu'un Minilab, c'est une avance à rouleau. Pour te montrer, parce que ma machine de développement papier, couleur, fonctionne comme ça. Mais en gros, il faut que je te montre un truc, t'as ton film qui est comme ça, t'as un rouleau ici, t'as un rouleau là, et en fait les deux rouleaux avancent comme ça et ça fait avancer ton film. Sauf que comme ça touche, t'as une possibilité d'abrasion. Et c'est souvent d'où viennent les rayures d'ailleurs, parce que suivant comment la piste est propre, est-ce que la piste a été beaucoup utilisée ou pas par d'autres choses, tu vas avoir plus ou moins de différences. Et ça peut rayer ton film, ça peut abraser, ça peut... Voilà. Le principe de la machine de transfert, c'est que donc on vient, une fois qu'on a tous nos films tendus, on vient ici dans la machine, hop, et on va dire à la machine, écoute cocotte, je t'ai donné une tringle, donc elle va faire avancer la tringle, elle va venir avec son bras magnétique, elle va récupérer la tringle, elle va faire monter, et hop, elle va la faire descendre d'une traîne dans une cuve, qui sont des cuves, en fait tout ça là, chaque truc représente une cuve et ça fait 30 litres, en fait ça descend jusqu'en bas. Et donc, c'est un développement dit en cuve profonde, et la tringle change de bain au fur et à mesure. Donc, le film, par conception, ne touche que la chimie. À part les deux pinces et le diabolo, on n'a vraiment aucun autre contact. Il y a zéro frottement, quoi. C'est ça, il y a zéro frottement. C'est trop bien. C'est l'intérêt de la machine de transfert. C'est une tuerie. Ouais, bien sûr. Ensuite, on avance, toc, toc, toc. On a, en fait, et là, c'est le moment où tu te dis, ouais, mais ça prend combien de temps ? En fait, ça prend du temps, parce qu'on a, sur la C41 qu'on a là, donc là, elle développe le négatif couleur, celle-ci. Celle-là, elle développe le 6. Normalement, le protocole est le même pour le C41, que tu sois en Minilab ou en machine de transfert. Ce qui change, c'est le fixage et le lavage. Et le lavage, on arrive à un troisième point de différence. Le lavage, c'est important pour une bonne conservation. Bien sûr. Parce qu'il faut éliminer en fait tous tes résidus chimiques, notamment du fixateur. Et ton fixateur, s'il continue à réduire tes grains d'argent pour les solubiliser, à un moment donné, il va attaquer ton image. On parle sur des temps très longs, mais moi, il m'arrive régulièrement qu'on m'emmène des négas qui ont 20 ans, qui ont été développés très mal au fin fond du monde, tu sais pas où, voilà. Et en fait, ils ont 20 ans, mais l'image a été attaquée. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont encore beaucoup moins denses qu'à l'époque. Et du coup, tu es là, genre, ouais, mais je peux rien faire avec, parce qu'il y a quasiment plus d'image. Bon, bref. Donc, une bonne fixation, un bon lavage, et ensuite on passe ici, ça descend et ça remonte, et ça passe au jour par un système de guillotine, en fait, un truc comme ça. D'accord. Ça passe au jour, et de l'autre côté, ça arrive dans la sécheuse et ça sèche tranquillement pendant 1 heure. Voilà, et quand ça arrive au bout, c'est sec, c'est bien, c'est développé, et on récupère au jour. Et tout ça, c'est automatique. Chaque bain sont automatiques, c'est-à-dire que genre t'appuies sur on, tu t'en vas et ça va faire. C'est ça. Alors il faut quand même, il y a quand même, voilà. Des préprogrammages, oui. Non, alors oui, la machine est programmée. Je te montrerai après les cartes et tout. En fait, elle respecte le protocole que tu lui demandes. On a une agitation avec un bullage, soit à l'azote, soit à l'air. Oui, parce qu'on va pas prendre la machine et on va pas la retourner comme ça. En plus, il n'y a pas de couvercle et tout, c'est toujours un peu. Bien sûr. Et quelle est l'autre différence ? Oui, et la dernière différence, on parlait de la stabilité. En fait, le fait que j'ai 30 litres fait que j'ai une stabilité qui est beaucoup plus grande que n'importe quel Minilab qui va avoir des petites cuves peut-être de 5 ou 6 litres. Déjà, en termes de modification par rapport à un taux spécifique de bromure, de ce que tu veux, parce que la chimie bouge, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la chimie c'est vivant, d'une semaine à l'autre, elle a plus les mêmes résultats. Et donc moi, pour adapter ces résultats, on est allé chercher des petites bandes sensitométriques. Je suis en chimie Fuji, je commande donc à Fuji des films pré-exposés par Fuji, que je vais développer. Eux, ils me donnent une référence, ils m'envoient une référence, je vais lire la référence, et ensuite je vais comparer constamment cette bande que j'ai développée moi, donc ici en C41 et ici en diapositive, en 2.6. Donc tu as ça pour chaque marque ou c'est pour c'est par rapport aux chimies, voilà, c'est pas par rapport à la pellicule. Exactement. Exactement. Moi je suis en chimie Fuji, donc ce que je veux c'est que mon développement par rapport à ma chimie Fuji soit bon pour les. Enfin, par rapport à eux. Eux ils ont adapté ça par rapport à leur chimie, c'est pas par rapport à un type de film. Oui, c'est logique. Voilà. Mais bon, je précisais parce que. Et donc moi je vais lire ces zones de densité là qui sont sur le. Bon, t'as trouvé. T'as trouvé mes mots à ma place. Oui, on a compris. On a des zones de densité. Ces zones de densité, je vais les lire avec une machine qui s'appelle un densitomètre. Ça va me donner des valeurs. Ces valeurs, je vais les placer sur un graphique, ça va me donner une courbe. Et par rapport à cette courbe,
enfin assez courbes, parce qu'en fait ça donne plusieurs courbes, je vais adapter ma chimie. Par exemple, elle va me dire, bah, t'es un peu trop contrasté, donc bah, oui, bah, tu fais en sorte d'être un peu moins contrasté. Tu vas dire, bah, écoute, t'as ta densité mine qui est un peu trop forte, t'as ceci, et t'adaptes ton taux de tout, de régénération, de bromure, d'agitation, de température. Tu peux même adapter ton temps de transfert, etc. Je veux dire, avec la machine, avec cette machine-là de développement, je peux adapter tout ce que je veux, quasiment. Et donc, ça permet d'avoir un développement qui est le plus stable possible. Alors, en fait, dans la pratique, tu vérifies. Parce que tu te balades, le but c'est de en fait tu te balades toujours un peu, le but c'est de se balader le moins possible. Oui. Mais dans la pratique, je passe pas tous les jours, je suis pas en train de modifier ma température tous les jours. En fait, bien le but, bien sûr. Et ça aussi c'est la chance d'avoir une chimie qui est tamponnée depuis longtemps. Alors ce qu'on appelle une chimie tamponnée, c'est une chimie qui est pas au maximum de ses capacités, pas au minimum de ses capacités. Ok. Et toi tu te maintiens toujours entre les deux. Ok. Oui, en fait c'est une chimie qui est pas neuve. Et c'est une chimie qui n'est pas inutilisable. D'accord. Tu vois, elle n'est pas rincée jusqu'au bout, c'est pas du bain perdu. Bain perdu, tu commences toujours sur une chimie neuve et tu la balances. Bien sûr. N'importe quel labo pro, même n'importe quel labo, bosse avec des chimies qui réutilisent. Le but, c'est d'avoir le moins de pertes possible. Donc, ce qui veut dire que tu vas, par exemple, rajouter un petit peu de chimie neuve de temps en temps. C'est ça. Ok. C'est exactement ça. Puis il y a une perte qui est inhérente au développement, qui est inhérente à l'évaporation. Oui, bien sûr. Et aussi au fait que quand tu enlèves un film et puis que tu le changes de cuve, il y a de la chimie qui est restée là-dessus. Donc en fait, petit à petit, tu as une perte. Ça, j'ai des tableaux de calcul de régénération, etc. Et voilà, et moi ici, là, je fais ma régénération à la main, et sur le 6, je fais ma régénération avec le gros truc qui est là, la grosse armoire. Ok. D'accord, qui contient des chimies. Oui, elle est là. Voilà. Attendez, je vous montre. Hein. Mais voilà, c'est ça. Et celle-là, pour calculer ma régénération, j'ai un vieil ordi en DOS. Ah ouais. Qui me donne, t'as passé tant de films, tel machin, donc tu dois balancer tant de trucs, c'est marrant. Alors à l'époque, le DOS était relié à ça et calculé automatiquement. On l'a viré, on l'a mis en côté et puis on fait. Ok. Puis bouteille d'azote, donc pour agiter le révélateur, parce que le révélateur s'oxyde. Bien sûr. Parce que c'est le principe. Et un compresseur pour agiter tout le reste, tout ce qui s'oxyde pas. Ok. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai à peu près tout dit, je crois, sur nos belles machines de transfert. Est-ce que tu veux que je l'allume juste pour faire un cycle, juste pour que tu vois comment ça bouge? Bah, moi, alors j'aurais pas dit. Alors sans tringle, parce que même si je peux te montrer, tu vois... si elle veut, oui. Voilà. Puis après, hop, mais par contre, on a le bouchon et tout, donc on va pas la mettre dans la chimie. Mais si tu me laisses 2 secondes... Ouais. Je te laisse 2 secondes. 1 et 2, c'est ça? 1, 2. Donc le principe de cette machine, c'est qu'elle fonctionne par cycle. Incroyable. Donc en fait, voilà, c'est ce que je disais. Là, elle aurait pris sa tringle et en fait, elle l'emmène en face et elle est en train de la descendre. Ok, donc et elle fonctionne vraiment, tu vois, ça fait des tours comme ça fait des cycles. Et là, on a des cartes électroniques à l'extérieur. On est sur des conceptions 1985, conception allemande. Mais c'est de l'électromécanique, il n'y a pas d'informatique là-dedans. C'est que des relais, des décomptes, et en fait ça marche par... c'est super, il y a quelqu'un qui m'appelle, j'adore. Donc je disais, oui, la machine fonctionne par cycle, et à chaque cycle, il y a un décompte, puis il y a un certain nombre de cycles par bain, par cube, et puis ça avance comme ça, au fur et à mesure, tranquillement, quoi. Voilà, on va attendre qu'elle remonte, et puis on va l'arrêter. Ok. Tu vois, le système de pompe d'aquarium, de machin... ça fait vraiment très pompe d'aquarium. Ce type pompe d'aquarium, ouais, c'est des pompes de reflux, en fait, ça part du bas, ça remonte, c'est filtré, et c'est rejeté au-dessus, puis il y a un cycle à l'intérieur même des cuves. Ok. De façon à avoir une chimie non seulement qui est toujours propre, mais aussi qui a un reflux, enfin voilà. Les débitmètres, ouais, parce que forcément il y a de l'eau qui coule là-dedans. Au final, il y a beaucoup d'eau.
Et du coup, on est d'accord, tu fais pas vraiment de développement manuel, sauf quand tu en as... Ben, en fait, ce qui est marrant, c'est de se rendre compte que le développement manuel n'est pas une bonne chose. Non, mais c'est vrai. En noir et blanc, tu as quand même ce côté, tu peux le faire manuellement parce que on est sur des températures et des temps qui te le permettent. Oui. Je veux dire, tu es à 20 degrés, donc tu es en température ambiante. Je vais éteindre la machine. Ouais, Elle me fait du mal là, à s'allumer pour rien. Mais oui, je reviens, on reparle du noir et blanc. Tu veux que je reprenne ? Vas-y. C'est que oui, en fait, faire manuellement, en noir et blanc, c'est bien, mais en couleur, c'est pas forcément une bonne chose. Ok. En noir et blanc, t'es sur des temps assez longs, tu vas développer 10 minutes, tu vas développer 10 minutes 30, 12 minutes, etc. Et t'es sur des températures à température ambiante qui sont de l'ordre du 20 degrés, 19, 21, 24, etc. Ce qui fait que déjà, comme par défaut, ces températures ambiantes, comment dire, ton delta de modification de ta température est très faible. Ouais. Parce qu'au pire, il fait 21 de chez toi, et puis tu as ton truc à 20 degrés, ça va pas bouger trop. Alors que tu es à 38 et il fait 20 ou 19 chez toi, putain, la chimie, elle va avoir tendance ça va s'évaporer, ça va redescendre, etc. Ensuite, sur du C41, c'est 3 minutes 15. Par rapport à du 10 minutes, si tu verses, puis que tu mets 15 secondes ou 20 secondes à verser dans ta cuve, 20 secondes, qui plus est à 38 degrés, c'est-à-dire que plus t'es chaud, plus la réaction se fait rapidement. Bien sûr. Donc, t'es à 38 degrés, tu verses 20 secondes dans ton truc et tu commences tes 3 minutes 15, t'as pris 20 secondes de plus et ton delta est beaucoup plus grand que 20 secondes sur 10 minutes 30 à 20 degrés. Oui, c'est vrai. Donc, t'as ce côté, le manuel en couleur, pour moi, c'est une mauvaise chose. Je veux dire, on parlait de la sensito. Moi, quand je fais une correction sensitométrique sur ma température, je suis au 10e de degré près. Le 10e de degré va me donner des résultats significatifs en sensitométrie. Donc le mec qui développe dans sa salle de bain, dans une cuve Jobo, dans un bain-marie, à plus ou moins 38, 1 degré, 2 degrés, tu vois. C'est à peu près beaucoup de gens. Voilà, comme beaucoup de gens. Mais en fait, c'est pas une mauvaise chose. C'est très bien d'aller dans sa pratique par rapport à ce qui va jusqu'au bout. D'expérimenter, bien sûr. Exactement. En plus, toi, t'expérimentes à fond. T'adores ça. Voilà, moi j'expérimente à fond, mais tu vois, par exemple, je suis arrivée à un stade où développer moi-même ne m'apporte rien de plus. Je connais la procédure de A à Z. Là, j'arrive à un stade où je serais très très heureuse de laisser ça à des professionnels et d'avoir des résultats professionnels. Cohérents. Et pas... Moi, j'en parle souvent aux gens par rapport au mode manuel ou au mode automatique. Tu sais, les gens, ils crachent sur le mode auto. Moi, je dis, mais moi, dès que j'ai un mode auto, je l'utilise. Putain, c'est génial. Je sais ce que fait l'appareil. Mais carrément. Je sais, je m'en fous. Je veux dire, que je l'utilise en mode automatique, en priorité diaphragme, par exemple, et que ce soit lui qui choisisse la vitesse, ou alors qu'il me dise quelle vitesse il faut que je choisisse, et puis c'est la même chose, c'est juste que ça va 2 fois plus vite. Bah oui. Donc moi, je l'utilise, tu vois. Mais carrément. Donc c'est... Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est comme des fois on me demande qu'est-ce que tu conseilles à un débutant ? Un compact. Un compact, c'est tout auto. Oui, moi j'ai une autre vision. Moi je conseille ce que les gens... Parce que moi je m'intéresse à l'objet. Attends, on y revient après. Parce que là on va partir dans d'autres choses. Je disais donc, assis sur ma super truc, en fait, obtenir une image, c'est pas dur. Les gens, ils s'imaginent qu'obtenir une image sur un film, waouh, c'est un truc génial. Mais non, mais c'est du niveau gâteau au chocolat. Et je dirais même plus, il y a des mecs qui ont essayé avec l'eau du Rhin à la sortie de l'usine Ciba de Bâle, ils ont eu des images. Donc à un moment donné, c'est pas dur obtenir une image. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir une bonne image. Ils l'ont vraiment fait ? Ouais. À l'époque, ça sortait des trucs dans le Rhin. Ah ouais. T'as pas envie de te baigner dedans. Et puis même, tu sais, les mecs, ils ont développé pendant 2 heures. Enfin, c'était pas non plus... Mais il y avait quelque chose, quoi. C'est qu'il y avait un... moi, j'ai fixé avec de l'eau salée, Et ça marche, Voilà. Bon, ça met je sais pas combien d'heures, mais et ça donc, marche. ce que je disais, ce qu'on dit, c'était aussi les termes de Jean-Jacques, mais c'est de dire qu'obtenir une bonne image, c'est déjà différent d'obtenir une image. Bien sûr. Mais c'est surtout obtenir une bonne image tout le temps. Et qu'il soit toujours la même image, la même bonne image. En fait, c'est ce côté stabilité qui est difficile à avoir. Et la preuve, un Minilab n'a pas la stabilité d'un labo pro. C'est-à-dire que même un mec qui développe en chimie, en machine, etc., va pas forcément avoir cette stabilité-là. Alors, on parle pas des Nations Photo, des Négatifs Plus, qui eux débitent je sais pas combien de centaines de films par jour, parce qu'ils doivent avoir un volume qui est énorme. Eux, je pense que leur développement est stable. Mais tu prends n'importe quel pimpin au fin fond de la France, qui développe
parfois au mieux 15, 20, 30 films dans la semaine, et encore, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Je veux dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Sashimi, elle fait ça. Hein. Alors imagine un mec qui fait ça une fois par mois avec une chimie qui est ouverte depuis 2 mois avec machin. T'as les résultats là qui se baladent. C'est moi, voilà. Moi, je te visais pas, mais je veux dire, je vise les gens qui... Tu sais, tu vois régulièrement sur les groupes Facebook, Internet et tout, des gars qui disent bah, comme j'ai ouvert de la chimie mais qu'elle est en train de se périmer, vous voulez pas que je vous développe vos films pour la finir, tu sais. D'accord. Et t'es là genre bah ouais, en fait t'achètes un truc pour faire 5 litres, puis en fait t'as usé 350 millilitres en 2 mois. Moi je prends que des bacs d'1 litre parce que sinon, et même comme ça. Enfin, donc voilà pour la partie développement couleur. Voilà, la partie E6, sachez que ce monsieur est un des seuls à faire le 6 de manière professionnelle. C'est vrai qu'en France, on n'est plus beaucoup. Voilà. Alors à Paris, on ne parle pas de Paris, parce que Paris, bon, tu vas avoir du mode, du processus, tout ça, ils ont tous... Mais le 6 en machine de transfert, en je ne connais pas, hein. Bah, moi j'avais jamais vu déjà là. Tu vois, mais en tout cas il y a un truc qui est sûr, c'est que de Lille à Marseille, je suis le seul à proposer de l'E6 Pro comme ça. Et historiquement, avec Jean-Jacques, historiquement on avait le QLab, qui est un label de qualité haut de gamme de chez Kodak, qui est en fait un label sensitométrique, mais qui disait le but c'est de faire en sorte que tous les labos qui sont, où il y a marqué QLab, ils ont exactement les mêmes résultats. Okay. S'il y avait une stabilité mondiale, on va dire, du résultat QLab, parce qu'il y avait un suivi sensitométrique en fait en double aveugle, et ça permettait de réduire au maximum la variation de chimie. Voilà. C'est une méthodologie qu'il y a toujours à Labomil, mais que je fais avec de la brosse Sensito Fuji en fait. Voilà. Et le but c'est d'avoir un développement stable, correct, pas de rayures, maximum. Bon après le risque zéro n'existe jamais, faut pas croire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je trouve que partager le savoir d'une telle personne et d'un tel labo photo, c'est important. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter également, ça lui donne aussi de l'importance et ça permet peut-être d'être un peu mise en avant sur YouTube, qui sait, on ne sait jamais. Voilà, donc la surprise, il est l'heure de la surprise, il est l'heure de la surprise. Donc la surprise, c'est que Labomil a décidé de vous offrir 10% de réduction sur vos dev plus scan de vos pellicules. N'hésitez pas à le contacter, il vous suffira d'envoyer votre courrier avec vos pellicules à l'intérieur, comme je l'ai fait il y a récemment d'ailleurs. Vous envoyez vos pellicules à Labomil, à Besançon, et ensuite lui il va les développer, les scanner et il vous renverra les scans. Il faudra payer via virement bancaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Cette offre elle est valable uniquement avec le code clic argentique qu'il faudra ajouter à votre courrier. Donc vous glisserez un petit mot avec écrit clic argentique, sinon vous n'aurez pas de réduction. Voilà. Cette offre, elle a une durée limitée, ce sera jusqu'à la fin de l'année. Et après cette offre-là, vous aurez d'autres cadeaux à chaque fois avec le code clic argentique. Ça variera en fonction des périodes. Sachez que là, en tout cas, cette offre est limitée jusqu'à la fin de l'année civile. La fin de l'année civile, ok ? Donc voilà, et bien écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.